Bonsoir mesdames et messieurs, merci de l'attention que vous accordez à la radio-télévision nationale congolaise et comme d'habitude, nous sommes sur un plateau spécial, je ne serai pas seul pour cette circonstance. Robert Ndaye sera avec moi pour que nous décortiquions l'actualité, pas la moindre, et pour ce faire, nous avons sur ces plateaux le professeur, l'honorable député aussi, André Mbata Betoukoumessou, qui va avec nous, lui en tout cas, va nous donner les informations sur cette diplomatie parlementaire qui commence à porter ses fruits. Bonsoir professeur. Bonsoir. Bonsoir professeur. Bonsoir. C'est pas une manie, mais j'ai tendance à l'appeler professeur. C'est une qualité qu'il a ad vitam aeternam. Donc je crois que ça ne va pas de temps en temps. Non, c'est ce que je préfère du reste. Ok. Oui, c'est la première des qualités. Merci professeur. Merci honorable député. Avant que nous entrions dans le vif du sujet, nous allons voir à travers le monde le professeur André Mbata Betoukoumessou, alors premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a mené une diplomatie parlementaire. Nous allons faire ce tour. Ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Patrick Kachala. À Bahreïn, l'Union interparlementaire a statué sur les différentes crises qui secouent le monde. Ici, la République démocratique du Congo a réussi à inscrire à l'ordre du jour la résolution sur la violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo et l'agression rwandaise. Plusieurs dispositions ont donc été adoptées par notre Parlement pour promouvoir une société réellement pacifique et inclusive. Cependant, notre lutte pour la promotion d'une société inclusive et pour la coexistence pacifique est aujourd'hui sabotée par l'agression barbare dont mon pays, la République démocratique du Congo, fait l'objet de la part du Rwanda. En réalité, la lutte du Rwanda, son agression contre notre pays est motivée par le pillage des immenses ressources naturelles dont dispose mon pays. C'est l'expansionnisme rwandais. Donc, tous les efforts que nous avons entrepris depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se trouvent aujourd'hui endemaillés ou bien sabotés par cette agression barbare de la part du Rwanda qui n'a comme but le pillage de nos ressources naturelles. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hier, dans son adresse à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a réaffirmé notre volonté de libérer totalement notre pays. Le président de la République a dit non à tout dialogue avec les marionnettes du M23 soutenues par le Rwanda qui pille, qui tue, qui massacre notre peuple. Et notre président de la République a également salué la décision prise par les États-Unis d'Amérique de cesser toute assistance militaire à l'armée rwandaise qui soutient les terroristes du M23. Le chef de l'État a demandé à tous les autres pays de suivre l'exemple des États-Unis d'Amérique dans le cadre des sanctions contre le Rwanda qui agresse notre pays depuis plusieurs années. Et le chef de l'État a été ferme. Sa décision de ne pas négocier quoi que ce soit et de défendre en toutes circonstances les intérêts du peuple congolais. Lorsqu'on parle du futur, le futur du monde, c'est le futur de l'Afrique. Et le futur de l'Afrique dépend étroitement lié au futur de la République démocratique du Congo qui vit actuellement des conditions difficiles à cause de l'agression du Rwanda. Nous allons donc souligner à cette occasion que ce futur dont on parle, il ne peut pas se construire sans l'Afrique. Nous croyons que l'APF, c'était pour défendre également les valeurs de la civilisation, de l'humanité et des droits de l'homme. Aucun nom n'est venu de l'APF au secours des peuples de la République démocratique du Congo. Le Parlement de la RDC avait déclaré le M23 un groupe terroriste compte tenu de tous les massacres qui se font à l'Est. Les principes de l'intangibilité territoriale, c'est ce qui font l'Union africaine. Aucun son de l'Union africaine, aucun son de l'APF. C'est toujours la même argumentation. C'est le négativisme, c'est le minimisme. On connaît la stratégie, ça a joué pendant quelques temps. C'est stop, ça ne se jouera plus. Bien si ne vous a pas donné le recette qu'il a donné à la RDC. Ce n'est pas notre faute. On aura besoin de m'arrêter, je ne peux pas suivre, sinon c'est récrédibiliser l'intervention de tout à l'heure, qui n'avait pas de place dans notre conférence. J'ai dit que la RDC a besoin de la solidarité du monde francophone. Le monde francophone ne peut pas se faire sans la RDC, le pays, le plus grand pays francophone. La situation RDC est presque semblable.
à la situation en Géorgie. La Géorgie a 2 de ses territoires occupés, un peu comme la République démocratique du Congo. Ce qui se vit en République démocratique du Congo n'est pas loin de ce qui se passe en Géorgie ou de ce qui se passe en Ukraine. Nous sommes également victimes de l'agression rwandaise. Nous sommes venus une fois de plus demander à la communauté francophone de rester engagée du côté de la République démocratique du Congo pour que le Rwanda mette fin à son agression, pour que les troupes, ces marionnettes terroristes du M23 puissent quitter notre sol et que le peuple congolais soit en paix avec lui-même pour contribuer non seulement à son propre développement, mais aussi au futur de la francophonie. Professeur, nous avons suivi tous ces périples, vous avez été partout pour y dire la même chose. Est-ce que vous pensez qu'on vous écoute? Merci de l'invitation que vous m'avez lancée. D'ailleurs, il va très bien, il se situe, il vient quelque temps après notre dernier passage à Bruxelles. C'est dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Ici, d'entrée de jeu, je voudrais dire un grand merci. Un grand merci au président de l'Assemblée nationale, actuellement le président du bureau provisoire, l'honorable Christophe Mbosso, sous le leadership de qui nous avons pu mener cette diplomatie parlementaire. Mais avant toute chose, je crois qu'il faut exprimer notre gratitude envers son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. C'est en fait le premier diplomate. Et comme vous l'avez vu, il y a en fait 2 types de diplomatie. Il y a la diplomatie classique menée au niveau des ambassadeurs, au niveau du ministère des Affaires étrangères, du vice-premier ministre. Mais il y a aussi cette diplomatie parlementaire dont on n'entendait pas parler dans le temps. Donc ce travail a pu se faire sous le leadership du président de la République. Et vous vous rendrez compte avec moi qu'on ne parlait pas tant. La diplomatie parlementaire était ignorée. Donc c'est grâce à lui que la diplomatie parlementaire a été placée à ce niveau-là, vraiment sans précédent dans l'histoire de notre Parlement. Je dois dire, pour répondre directement à votre question, que nous sommes entendus. Nous sommes entendus. Vous avez évoqué, je crois peut-être que vous allez replacer tout à l'heure, les réactions des parlements du monde. Vous avez vu dernièrement à Bruxelles, en marge de la visite du président de la République à Bruxelles, vous avez vu l'intervention des 3 députés belges qui ont en fait interpellé le Premier ministre Herman De Croo. Vous avez le député André Flao du Parti socialiste. Vous avez eu également François Desmet de Défi. Notre député, c'est Michel Demagre de MR. Le 3e, c'était Guillaume Desfossés du Parti écolo. Qui tous, en marge de cette visite, nous avons amené quand même nos collègues belges à interpeller le Premier ministre belge. C'est ce qui signifie que ce que nous disons est en train d'être entendu. Et ailleurs, vous avez vu Marc Botenga du Parlement européen intervenir pour demander qu'on déchire même l'accord qui venait d'être signé entre l'Union européenne et cet État voyou du Rwanda. Vous avez également l'intervention de notre collègue Carlos Bilongo, qui est du Parlement de l'Assemblée nationale française, qui a interpellé. Donc partout, notre voix est en train d'être entendue. La voix du président de la République, ce n'est pas sa voix en fait. Il porte la voix du peuple congolais. Lui, c'est le premier élu, le premier d'entre nous. Et nous autres, comme députés nationaux, nous portons cette voix, nous continuons. Nous avons été entendus parce que sinon, comment vous expliquerez qu'à peine arrivé à Bruxelles, 48 heures après, le Parlement belge posait des questions, interpellait le Premier ministre. C'est que nous sommes entendus, mais effectivement, le combat doit continuer jusqu'à la cessation définitive de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Avant que nous puissions suivre ces députés européens, une chose est de condamner, mais entre-temps, il y a toujours des morts à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est fait à dessein par la communauté internationale qui reste sourde? Mais c'est ce que nous avons dit. Et c'est ce qui est partagé par nos collègues d'autres parlements européens, notamment le Parlement belge et le Parlement français. Donc la communauté internationale, en fait, s'il faut revenir sur l'accord, nous avons demandé qu'on déchire cet accord. Mais c'est une contradiction. Et on a dit, nous l'avons dit à nos collègues, comment est-ce que l'Europe, l'Union européenne, on nous a toujours dit qu'elle est fondée sur la démocratie. On nous a dit que cette Europe, c'était le modèle des droits de l'homme. Ils étaient venus nous civiliser, nous apprendre la dignité humaine. Comment est-ce que cette Europe de la civilisation dont on parlait tant peut se permettre
de signer des accords avec un État voyou comme le Rwanda qui pille, qui tue, qui viole toutes les règles du droit international. Des crimes contre l'humanité. Les crimes contre le peuple sont en train d'être commis au quotidien dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est incompréhensible que cette Europe, l'Union européenne, puisse signer un accord avec le Rwanda qui n'a aucun produit, aucune de ces ressources rares dont on parle. Donc c'est en fait se servir du Rwanda comme un commissionnaire. Le Rwanda devient en fait un canal par lequel l'Union européenne passe. C'est ce que nous avons dit à nos collègues européens. Parce qu'après tout, le coltan, dire que le Rwanda est le premier producteur de coltan, mais c'est le coltan qui est volé au Congo. Donc l'Europe est en train, on l'a dit suffisamment à nos collègues européens, l'Europe s'autodétruit. S'autodétruit parce qu'elle ne défend plus les mêmes valeurs. C'est 2 poids et 2 mesures. La politique, comme on dit, des doubles standards. Et c'est le même, il joue à l'équilibrisme. Le Rwanda, le génocide, il parle de groupes armés chez nous, mais les Ouazalondes ne sont pas des groupes terroristes. Non. Ils ne comprennent pas notre constitution. C'est que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre l'intégrité de son territoire national. Et qu'est-ce que vous voyez dans les déclarations de l'Union européenne? C'est faire cet équilibrage-là. Plaire au Rwanda, beaucoup plus au Rwanda d'ailleurs qu'au Congo. Mais nous, je crois que l'Europe est en train de commettre une erreur stratégique en termes de géopolitique. Parce que je crois que si les géopoliticiens, les collègues, là je parle comme scientifique, si les collègues qui font la géopolitique au niveau de l'Europe pouvaient bien voir les choses, cette Afrique demain risque de ne pas avoir la même appréciation de l'Union européenne qu'elle a aujourd'hui. Ce qu'on s'est vu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Le Rwanda, l'État voyou du Rwanda, même en termes de volume, la démographie aussi compte. Vous ne pouvez pas assujettir plus de 100 millions d'habitants à un petit État parce que vous voulez servir vos intérêts. Et ce qu'on a dit également, et j'apprécie ce que j'ai lu dernièrement en Belgique, vous savez, c'est général de Gaulle. De Gaulle disait, le chef de la France libre, général de Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors s'il faut l'appliquer à son pays, la France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts, parce que de Gaulle, quand même, c'est le père, c'est le fondateur de la France libre. C'est lui qui l'a dit. Ouais. La France, quand il vous dit qu'elle a des amis, non, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Et nous devons nous en rendre compte. C'est le rapport de force qui compte. Lorsque ces rapports de force vont changer, et ces rapports de force vont changer, le Congo, la République démocratique du Congo, votre pays, notre pays, ne va pas continuer éternellement à être importuné sur l'échiquier international. Et je crois que ceux qui étudient la géopolitique doivent s'en rendre compte. Oui, aujourd'hui, ça peut leur faire le plaisir. Mais c'est le moment, ce que nous avons dit, s'agissant effectivement de l'accord, c'est un accord à déchirer. Et nous sommes allés plus loin. Que le Parlement congolais, sous cette mandature de Félix Tshisekedi, parce qu'on doit mettre un terme à l'agression rwandaise. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons pas être une nation qui pleurniche à la longueur de journée. Non. Nous ne ferons plus de signes que nous sommes en train de faire. Non. On viendra nous supplier. Ah, c'est ce qu'on veut, en tout cas. On viendra nous supplier cette mandature. On ne va pas continuer comme ça pendant 30 années. On ne va pas. Et les amis européens, ils sont en train de s'en rendre compte. Les députés, les élus, sont en train de signifier à leur gouvernement. Et je crois, et je reviens à la première question que vous posez, notre voix est en train d'être entendue, mais nous voulons plus. Oui, moins de rhétorique. Ces communiqués, nous en avons marre, mesdames et messieurs, les ministres, aux représentants de l'Union européenne, départements d'État, nous avons marre de vos communiqués. Nous en avons marre. Nous avons besoin maintenant des actions dites au Rwanda, qui vous sert en fait comme une sorte de mercenaire. Parce que le Rwanda, le coltan qu'il pille, il le vend sur le marché occidental. Il le vend sur ce coltan atterri en Allemagne, il atterrit en Belgique, il atterrit en France, il atterrit en Grande-Bretagne. Donc, je crois que nous avons besoin des sanctions, et cette fois-ci. Oui, professeur, nous allons suivre ces députés qui ont élevé la voix pour condamner cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Ont régulièrement cédé à la propagande de Paul Kagame. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kivu, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo.
L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de population massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François, qui était en visite dans le pays il y a quelques jours, résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kivu. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session, nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Les Congolais n'en peuvent plus de votre approche néocoloniale au service des multinationales européennes. Alors cessez, s'il vous plaît, écoutez-les, déchirez cet accord. Les masques tombent. À l'est de la République démocratique du Congo, nous parlait d'années de guerre, des millions de morts, d'innombrables réfugiés et des crimes de guerre indicibles. Et les Nations Unies, vous-même, vous avez pointé la responsabilité du gouvernement rwandais, de l'armée rwandaise qui soutient les rebelles du M23 et qui intervient directement, même avec des missiles, en République démocratique du Congo. Mais dans ce contexte d'agression contre un pays souverain, que fait l'Europe? Est-ce qu'elle va défendre bec et ongle, cœur et âme la souveraineté congolaise comme elle le fait pour l'Ukraine? Eh ben non, 2 poids 2 mesures. D'abord, elle a offert l'année passée, rappelez-vous, 20 millions d'euros aux forces rwandaises. Récemment, la Pologne a été promettre tout le soutien, toute l'aide militaire possible au Rwanda. Et maintenant, vous signez un accord avec le Rwanda sur les matières premières, sur les ressources congolaises. Parce que oui, il s'agit de ça. Ici, on est en train de remercier, de récompenser en fait le Rwanda pour son agression. Comment est-ce possible? L'Europe, est-ce que c'était pas défendre la paix, les droits humains? Ben non, clairement pas au Congo. Là, apparemment, vous voulez les ressources. Le Congo détient entre 60 et 80% du coltan, essentiel pour les technologies modernes, et cette guerre permet de piller facilement ces ressources. Un rapport d'une ONG indique que jusqu'à 90% des minerais stratégiques exportés par le Rwanda trouveraient son origine en République démocratique du Congo. Situation à l'est du Congo. C'est une situation qui est dramatique. Je ne vais pas étendre ici sur les images que l'on voit au quotidien, qui sont aussi affreuses que les images que l'on voit à Gaza et que les images que l'on voit en Ukraine. Dès lors, il y a aussi un problème dans ce sens qu'ils ne comprennent pas la frilosité dans nos attitudes comme Européens et comme Belges par rapport à la situation au Congo. Il ne peut y avoir, à notre sens, 2 justices, 2 approches différentes. On ne peut pas avoir une approche en ce qui concerne la situation en Russie et l'Ukraine, entre Israël et Gaza, et non plus entre le Congo et le Rwanda. Le Congo est victime d'une agression, comme d'ailleurs la Palestine est victime d'une agression et l'Ukraine est victime d'une agression, et le droit international nous impose à nous, Belges, d'être des pilotes, des modèles de respect pour imposer le respect du droit international. Le Rwanda est responsable et ça appelle donc des sanctions. Oui, professeur André Mbata, vous venez de suivre ces réactions à travers le monde. J'espère que ça vous réconforte dans votre combat dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Est-ce que la RDC s'est rallie derrière ces déclarations et que, comme le président l'a dit, non seulement il faut des sanctions, mais il faut que cet accord soit déchiré? Ça vous réconforte? Bon, je ne dois pas dire que ce n'est pas que la RDC se rallie. Ce sont eux qui se rallient à la RDC. Ce sont eux qui... C'est notre position. Et nous sommes contents que notre voix est en train d'être entendue ailleurs. Et en fait, ils l'ont bien souligné. C'est un accord de la honte. Je serais un Européen, moi, membre de l'Union européenne, citoyen de l'Union européenne.
j'aurais honte d'un tel accord. Où est la civilisation dont on parlait? C'est un accord de la honte. C'est un accord de la honte. C'est un accord de la honte et pour nous, c'est un accord à déchirer comme ils l'ont dit. Mais il n'y a pas que ça. Nous voudrons des sanctions. Non seulement nous voudrons des sanctions, je crois, parce que là, ce sont des parlementaires qui parlent. Vous savez, nous, parlementaires, on ne va pas par le dos de la cuillère. On nous excusera même quand je viens sur votre plateau. Je suis élu d'un peuple. Je défends les droits d'un peuple qui souffre, d'un peuple qu'on tue, d'un peuple qu'on martyrise chaque journée. Je n'ai pas besoin d'utiliser comme dans la diplomatie classique, du bon, ça va bien, on se porte bien. Non. C'est cela, en fait, la différence essentielle entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie classique. On dit des choses telles que notre peuple les sent. Notre peuple à l'est de la RDC souffre à cause de cette agression et vous n'attendrez pas de moi, un député représentant de la nation congolaise, utiliser des mots très doux à l'endroit des agresseurs. Non, nous voudrons des sanctions. Des sanctions et cet accord devrait être dénoncé. En fait, qu'est-ce qu'il s'agit? Mais nous pouvons choisir d'autres partenaires. Ce n'est pas nous qui avons nécessairement besoin de l'Union européenne. L'Union européenne a besoin de nos ressources naturelles. Je vous renvoie à un livre que, je crois, un collègue américain écrivait il y a quelques années. En 1972, c'est Walter Rodney. Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Et vous verrez très bien comment ça s'est fait. Je vous renvoie à un autre. C'est Samir Amin. La théorie du centre et de la périphérie. Donc, la richesse que nous envions tant de l'Europe, mais elle est fondée sur l'exploitation de l'Afrique. Ça, c'est depuis le Moyen-Âge. D'où viennent les richesses de l'Afrique, de l'Europe? C'est sous le pillage systématique des pays africains. Et c'est pourquoi Samir Amin, actuellement disparu, l'économiste, il parlait qu'il faut une déconnexion. Il faut une déconnexion mentale également. Mais tant que nous continuons à nous laisser séduire par des propos, en fait, les Européens ou les Occidentaux d'une façon générale, ils souffrent le chaud et le froid. Ils viennent vous dire, écoutez, négocier les accords de Luanda, les accords de Nairobi, tout en sachant que ces accords n'ont amené nulle part. Ces accords n'ont pas mis fin à l'agression. Mais de qui se moque-t-on? Mais je crois que le moment est venu, les parlementaires, je crois que cette voix, ce n'est pas seulement la mienne. La voix de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, la voix de Congo va se faire entendre de plus belle. Et sera plus forte sous cette mandature. Elle sera encore plus forte pour qu'on arrive à la fin de l'agression rwandaise. Oui, professeur, vous êtes en train de parler de la diplomatie parlementaire. Vous savez, comme nous, que vous l'avez vous-même rappelé, ça se dit au Parlement européen et comme dans d'autres parlements. Il y a ceux qui sont dans les exécutifs de ces États-là, qui sont dans cette diplomatie classique où on ne veut pas froisser tel ou tel autre. Est-ce que vous avez pu identifier ces intérêts que l'Union européenne a pour le Rwanda, qui ne peut pas avoir avec la RDC, pour que notre discours puisse influencer justement le comportement de cette Union européenne? Mais les intérêts, on les connaît. D'abord, il y a ceci. Il y a aussi un problème des rapports. Les intérêts, l'Union européenne, l'Occident d'une façon générale, a besoin de nos ressources. Et vous savez, les ressources obtenues légalement sont moins intéressantes que celles obtenues par le pillage. Vous avez l'exemple, quand vous allez au grand marché de Kinshasa, allez dans un magasin, une montre qui peut vous coûter $100, les voleurs, ils vous l'amènent, ils peuvent vous la vendre à $2. C'est ça le cas avec l'Union européenne. Donc les ressources qu'ils peuvent avoir légalement chez nous, elles sont moins intéressantes qu'elles peuvent avoir par le pillage du Rwanda, de ces marionnettes-là. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Donc nous disons quoi? Nous avons toutes les ressources du monde. Venez, vous pouvez les avoir légalement. Mais comme l'exemple que je viens de vous donner du marché central de Kinshasa, on préfère un bien qui revient légalement à $100, on l'achète ce bien-là à $2 ou à $20. Donc nous disons ceci, nous avons toutes les ressources. L'Union européenne, nous avons intérêt à entretenir de bonnes relations. Notre chef de l'État l'a fait et nous continuons à le faire avec l'Union européenne. Mais ils doivent comprendre que nous ne sommes pas naïfs comme État. Une nation ne va pas rester naïve pendant 50 ans. Cette nation va se réveiller. Et elle se réveille. Vous avez vu les marches? Mais j'étais content. Vous voyez les compatriotes dans la diaspora aujourd'hui plus qu'hier. À Washington DC, à Bruxelles. Et peut-être même demain à La Haye, vous voyez des compatriotes drapés avec le drapeau de la RDC en train de marcher contre l'agression. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est tout nouveau. Et c'est un message.
C'est un message très important que nous lançons à l'Europe et nous sommes heureux que les collègues parlementaires interpellent également le gouvernement. Vous avez parlé des exécutifs. Vous avez vu André Flau et les autres députés belges interpeller directement le Premier ministre. Mais nous également, cette Assemblée nationale, elle sera en mesure d'interpeller notre gouvernement si ça ne va pas dans le sens de la vision du président de la République pour qu'on mette fin à l'agression et que notre peuple puisse enfin jouir de ses ressources naturelles et construire, nous permettre donc de construire, de bâtir un pays plus beau qu'avant. Des sanctions, oui. Vous aimeriez quel genre de sanctions? Mais les sanctions sont multiples. Il y a d'abord ce qui s'est fait là, ce sont des crimes de guerre. Ce sont des crimes contre l'humanité. Mais le droit international dont cette Europe s'est fait le chantre du droit international. Et d'ailleurs, nous-mêmes, le Parlement congolais, le président Bosso et le président Bahati avaient signé avec le Parlement belge un protocole d'accord. Et dans ce protocole d'accord, nos deux parlements se sont engagés à promouvoir les principes du droit international. Mais l'agression rwandaise viole toutes les règles du droit international. Le respect des frontières telles qu'héritaient de la colonisation, non-ingérence dans les affaires internes d'autres États. Vous voyez des gens là-bas, ils prétendent même venir ici défendre une ethnie. Qui a donné le droit à Kagame de venir défendre le droit? Il y a une ethnie qui lui a dit qu'elle était menacée. Mais au point, il pouvait défendre peut-être le droit des Hutus qui sont là-bas, parce qu'en fait aussi, le Rwanda n'est pas considéré que d'une seule ethnie. Il y a aussi les Touaregs là-bas. Il ne peut pas défendre ces droits-là. Qui lui a donné ce droit-là? Lui qui ignore, qui c'est le chef d'un État voyou, de prétendre qu'il viendra, il va s'introduire au Congo pour défendre les droits d'un peuple. Est-ce que la République démocratique du Congo ne prévoit pas déjà une batterie de sanctions à proposer pour que ces sanctions soient prises contre le Rwanda? Par exemple, il y a l'Organisation mondiale du commerce dont les principes interdisent clairement le fait de minerais volés, comme c'est le cas en République démocratique, qui transitent par des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce et qui font transiter ces minerais frauduleux volés en République démocratique du Congo jusque sur les marchés internationaux. Il y a des mécanismes par lesquels la République peut attaquer. Mais il connaît ces mécanismes-là. Ce qui se passe à l'est du Congo, ce sont des crimes de guerre. En fait, Kagame et consorts, ce sont des criminels de guerre. C'est déjà prévu, il y a une cour pénale internationale. Mais qui va actionner le mécanisme? C'est toujours eux. C'est toujours eux. Maintenant, les biens volés, par exemple, le coltan volé se retrouve sur le marché occidental. Et en fait, l'Union européenne ou les États-Unis qui consomment ces minéraux, le coltan, ils sont dans la position des receleurs. Ils sont dans la position des receleurs des ressources naturelles volées au Congo que vous venez consommer sur votre territoire, dans votre marché. Vous nous fabriquez des téléphones cellulaires avec des biens volés. Donc l'Europe, c'est pourquoi je parlais d'un accord de la honte. L'Europe est dans la position des receleurs d'objets volés, donc complices de vol. Donc je crois que ça c'est très important. Il y a des sanctions qui sont connues, mais il y en a d'autres aussi, c'est-à-dire ce pays demain. Mais nous allons signer des accords, nous sommes une grande puissance, nous pouvons signer d'autres accords avec d'autres pays. Personne ne nous l'interdit. Nous n'allons pas nous contenter éternellement de votre rhétorique. Donc nous vous engageons, les communiqués sont toujours les mêmes et d'une monotonie étonnante. Monotonie étonnante, toujours les mêmes mots. Et puis après, on mêle le chaud au froid, le chaud au froid. On vous parle du Rwanda et après on va vous parler de la situation interne à RDC. Et nous voulons bien. Les FDLR, où sont les FDLR? Tout ça pour plaire au Rwanda. Nous venons des élections. Nous avons un chef d'État qui vient d'être élu d'une façon démocratique. Mais le Rwanda n'organise jamais des élections. Où est la démocratie? On ne respecte pas l'opposition. Et nous vous en félicitons. Nous avons une presse telle que vous ne pouvez pas le trouver au Rwanda. Et là, ça ne les intéresse pas. Et vous les trouverez demain, ainsi de suite. Non, on en a marre. Et même quand on nous aide, 20 millions de dollars, s'il vous plaît, pour un pays aussi grand. Et on mobilise la télévision. On mobilise la radio pour 20 millions de dollars. Pour 30 millions de dollars, alors qu'on donne des milliards à l'Ukraine. Alors qu'on nous vole. Alors qu'on nous pille. Non, trop c'est trop. Je crois que c'est une faiblesse interne. Oui, c'est une faiblesse interne. Nous sommes en train de nous organiser. Parce qu'après tout, nous nous disons, nous n'allons pas dépendre, même quand nous parlons de sanctions, ce n'est pas l'extérieur qui viendra défendre notre propre pays. Nous sommes les premiers bâtisseurs de notre pays. Nous n'allons pas nous contenter
pleurnicher à tout moment. Nous devons nous organiser. Notre armée s'organise. Donc les premiers défenseurs de l'intégrité territoriale de la RDC, ce ne sont pas les Occidentaux. Ce ne sont pas les Européens, non. C'est d'abord nous-mêmes. Ce sont les Congolais eux-mêmes. C'est pourquoi il faut féliciter les compatriotes qu'on accuse à tort comme des groupes illégaux. Les compatriotes comme les Ouazalendo et les autres. Parce que c'est la Constitution qui le dit. S'ils ne le savent pas dans l'Union européenne, s'ils ne savent pas dans le monde occidental, notre Constitution est claire. Tout Congolais a le devoir sacré de défendre l'intégrité de son territoire national. Et puis plus grave, qu'est-ce qu'ils font les pays de l'Union européenne? Regardez un peu les deux attitudes. Notre président rencontrant le premier ministre belge et rencontrait le président Kagame rencontrant le président polonais. La Pologne s'engage à intervenir, à fournir son assistance militaire en cas de menace à l'intégrité territoriale du Rwanda. Mais pourquoi est-ce que quand on reçoit notre chef, vous ne dites pas aussi, nous, tel pays, nous nous engageons à fournir l'assistance militaire? Non, ce sont des communiqués. Et quand on voudrait agir, on vient vous cajoler un peu, dire écoutez, les accords de Luanda, messieurs, nous en avons marre. Mesdames et messieurs, nous en avons marre, ce peuple est fatigué de votre rhétorique. Gardez le communiqué si vous ne pouvez pas faire davantage. Mais à vous entendre parler, vous êtes prédisposé, si jamais le président en fait la demande, en tant qu'Assemblée nationale, vous donnerez l'accord pour que la guerre soit déclarée au Rwanda. Le peuple l'attendait depuis. Non mais écoutez, je suis député national. Hein? Si le peuple, et le président a déjà dit quoi? Le salut du peuple est la loi suprême. S'il faut signer des accords pour libérer cette partie-là de notre territoire, mais moi, je parle à titre personnel, moi j'approuverai. Parce qu'on ne va pas tolérer pendant des années un peuple malmené. Mais quand vous allez en Afrique, et j'ai la chance de voyager partout dans le monde, pas comme politique, je suis professeur des universités dans tous les cas. Mais les gens se moquent. Allez en Côte d'Ivoire, ils disent bon, c'est ce petit Rwanda-là qui vous malmène. Messieurs, vous ne pouvez pas agir autrement. 100 millions, 150 millions d'habitants, on passerait le temps? Non, à titre personnel, s'il y a des accords à signer même avec l'Afrique du Sud et le PD, je suis heureux de l'intervention de la SADC. Je suis heureux, j'approuve totalement l'intervention de la SADC. Parce que vous savez, ce n'est pas parce que... Le Rwanda a écrit à Moussa Faki oui, dénoncer pour protester cette présence de Sami RDC. Bon, écoutez, je ne dis pas ça parce que je suis professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud. Mais j'approuve l'intervention, le courage de l'Afrique du Sud. Et c'est là que tu te sens fier. Et ils se sentent fiers de me l'avoir aussi, professeur à l'Université d'Afrique du Sud. Vous voyez, l'Afrique du Sud, elle est capable de porter Israël devant la Cour pénale internationale sans suivre les menaces des États-Unis d'Amérique. Je peux voir des anciens étudiants, des avocats sud-africains à La Haye, en train de plaider pour la défense des droits des Palestiniens. Quand tu te retrouves dans tes étudiants, et ils n'ont pas peur de communiquer qu'on va faire. Non, j'étais en train de dire, c'est ce que j'approuve, l'accord avec la SADC, l'Afrique du Sud en tête, et bienvenue. Le Rwanda va se mettre, le Rwanda n'a pas encore pleuré. Le Rwanda que vous voyez aujourd'hui va pleurer demain. Et c'est nous, on va nous demander, nous, de ne pas aller trop loin. Comment? Je ne veux pas vous dire. Les années, les mois, les semaines qui viennent, c'est nous qu'on va nous demander, nous, de temporiser. De ne pas aller trop loin. Mais le peuple attend ça depuis des années. Et les mêmes, oui. Le peuple attend ça depuis des années. Ça veut dire, on va nous demander, nous, d'être patients. Le discours qu'on est en train de nous tenir, non, écoutez, patientez un peu, les accords de Nairobi, les accords de Luanda, mais messieurs, on ne se joue pas de tout un peuple. Non, mais écoutez, nous, à la différence du Rwanda, nous n'allons pas annexer le Rwanda. Nous allons protéger l'intégrité de notre territoire national. Kagame n'a pas encore pleuré. Il n'a pas encore pleuré, mais ce pays, je dois vous le dire entre nous, et là je félicite vos médias, vous avez donné quelques activités que j'ai pu mener comme responsable de la diplomatie parlementaire, parce que c'est l'une des missions du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dieu merci, avec l'aide du président de la République, du bureau, j'ai pu porter la diplomatie parlementaire à ce point-là, mais c'est aussi grâce aux médias. Grâce aux médias, vous avez pu nous accompagner partout où nous avons pu aller. Et je crois que cet effort doit continuer. Je vois là-bas Bendele Koyate. La RTNC doit continuer. Vous savez, dans les médias. Mais la presse internationale, France 24, TV5 Monde, mais ils sont au service des intérêts occidentaux.
C'est tout. Parce qu'on vous a dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et nous, comme pays, nous, comme gouvernement de la RDC, nous devons aussi comprendre, lorsque nous allons dans la diplomatie, attendez d'abord nos intérêts. Ce n'est pas parce que nos amis, les Congolais, nos amis, non. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et en signant le protocole d'accord avec le Rwanda, l'Union européenne a intérêt dans les ressources naturelles les voler. Piller. Ils chantent de la transparence. La transparence, les minéraux, si on va à Anvers, les minéraux du sang, mais c'est nous les minéraux du sang. C'est la honte. Et heureusement, il ne faut pas mettre tous dans un sac. Vous comprenez à travers ces interventions des députés européens que le peuple est avec nous. Ce sont les gouvernements qui sont aveuglés par le même discours. C'est le même discours. Les FDLR, le génocide. Est-ce que nous avons commis le génocide au Rwanda? Est-ce que la RDC est déjà entrée au Rwanda? Il y a des missiles sol-air sur le territoire de la RDC. Et vous vous contentez de simple déclaration. Nous demandons au Rwanda de retirer, messieurs et mesdames. Non, on ne va pas tolérer ça indéfiniment. Donc voilà un peu en résumé. Je m'excuse, mais quand les étrangers peuvent hausser le ton, comment ne le ferait pas un député congolais? Oui. Surtout s'il s'occupe de la diplomatie parlementaire. Nous n'avons pas de mots, on ne va pas par le dos de la cuillère. Nous en avons marre. Cet Occident, cette politique de 2 poids et 2 mesures, nous en avons marre. Mais nous pouvons aussi dire, écoutez, vous avez également signé un protocole d'accord avec nous sur le minerai stratégique. Nous, le Parlement de la RDC, nous dénonçons cet accord-là. Allez traiter avec le Rwanda. C'est faisable, vous pouvez... Mais pourquoi vous attendez? Pourquoi vous ne le faites pas? Donc nous avons aussi... Le jour où on va agir, on va nous supplier. On va commencer à nous supplier et ce n'est pas pour très longtemps. Oui, prof, nous allons aborder... Vous devez aller là-bas, allez acheter vos matériels, allez voler, continuez à voler, et puis même vos avions, tournez vos avions, atterrissez, mettez plus d'escale à Kigali, allez-y, allez piller. Est-ce que, bon, vous êtes parlementaire, mais vous avez quand même beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans la République. Est-ce que vous avez des informations sur ce que ces gens-là, ces exécutifs, ces ministres et autres, qu'est-ce qu'ils disent aux ministres congolais quand ils les rencontrent? Quand on pose par exemple cette question-là à un ministre des Affaires étrangères de la France par exemple, ou le chef de la diplomatie européenne, quand on lui pose la question sur ces minéraux qui sont volés de la RDC et pour lesquels l'Union européenne signe un accord avec le Rwanda, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils justifient ce comportement? D'ailleurs, pour compléter, Edith Chala, le Premier ministre belge, lors de son interpellation au Parlement belge, il a dit qu'il comprend les souffrances du peuple congolais et qu'on va étudier au cas par cas les propositions de sanctions. Et ça fait 30 ans. Non, cette question l'a posée là au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que ses collègues lui disent? Moi, je viens de vous dire ce que nous lisons avec nos collègues députés. C'est la diplomatie parlementaire. J'espère que quand vous recevez le vice-premier ministre, qu'il vous dise ce que moi je vous dis. Et vous voyez les retombées de ce que disent nos collègues. Oui. Ça, c'est de la... Bon, ils nous diront comme ils ont l'habitude de le dire avec la diplomatie. Mais ils vont vous endormir. Non, nous en avons marre. On n'est pas si naïfs. Vous n'allez pas endormir un peu pendant 30 ans. Et puis 30 ans, nous sommes agressés. Nous allons étudier maintenant au cas par cas les sanctions. Ça fait 30 ans. Vous venez le voir maintenant. Et même quand vos propres députés, vous avez suivi André Flao, quand vos propres députés vous le disent, vous n'avez pas honte? Non. Sinon, on est en train de passer, en fait, c'est Cheikh Anta Diop qui écrivait un livre très intéressant, La civilisation et la barbarie. On a comme l'impression que l'Europe, l'Occident, est en train finalement de passer de la civilisation à la barbarie. Parce que soutenir les massacres, soutenir les viols des femmes, le meurtre des enfants, tout simplement parce que vous avez besoin de ressources naturelles, parce que vous voulez plaire au Rwanda, le Rwanda qui dirige la francophonie. C'est pourquoi à un moment donné, nous demandions même de quitter la francophonie et qui n'a même pas le français comme une langue officielle. Tout ça pour plaire. Mais on comprend une chose. En relation internationale, il faut parfois bomber les biceps. Si vous allez, non, ça va très bien, vous avez des invités tous les jours, une délégation est venue, messieurs, nous en avons marre. Ce n'est pas moi qui le dis. Notre peuple en a marre. Et je suis député élu de ce peuple. Ouais. On va m'excuser que je n'ai pas un autre langage. C'est pour cela que j'ai été élu. C'est le langage du peuple. J'ai été élu pour porter le langage. Je porte sa langue, je parle sa langue et j'ai son langage.
Et c'est ça un peu la diplomatie parlementaire. Oui, prof, nous allons aborder les questions de politique intérieure. En tout cas, Robert Ndaye, ça fait 18 ans que la constitution que nous avons existe. Vous avez été pour ouvrir une conférence où le professeur André Mbata était intervenant. On parlait de la constitution. Qu'est-ce qu'on en retient? Les gens vous accusent d'avoir organisé cette manifestation pour travailler l'opinion sur la tentative de la modification de la Constitution. C'est votre avis? Non, mais je dois d'abord dire une chose, Robert, et Eddy m'a présenté tout à l'heure. Quand, comme professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud, j'ai dit ça en Afrique du Sud, je n'ai pas ces accusations. Quand, comme professeur des universités, j'ai dit ça à l'Université de Dakar, je n'ai pas les accusations là. Je crois que vous pouvez en tirer vous-même les conséquences. C'est-à-dire l'intellectuel doit... Vous n'avez même pas le respect que vous avez comme universitaire ici. Parce que vous parlez de ceux qui m'accusent. Ceux qui m'accusent même, parce que vous le savez. Est-ce qu'ils savent que je suis le premier professeur noir de droit public à l'Université d'Afrique du Sud, créé en 1873? Est-ce qu'on s'en rend compte? Quand on regarde le prof en débat, est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Mais prof, parce que... Bon, je reviens à la question. Oui. Est-ce que vous... Si vous le savez, est-ce que vous savez que vous interviewez le premier professeur de droit public à l'Université d'Afrique du Sud, créé en 1873, et c'est votre compatriote? Pourquoi on ne peut pas le respecter dans son pays? Pourquoi on ne peut pas, ne fût-ce que lui donner le moindre respect? Je reviens à ce que vous disiez. Je suis membre du réseau des constitutionnalistes africains. Et je suis expert de l'Union africaine sur les constitutions. On se rend compte, le colloque, c'était pour réfléchir sur les 18 ans de la Constitution. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas été appliqué? Quels sont les gaps, les loopholes, comme disent les anglophones? Effectivement, il y en a. Je parlais de la Belgique dernièrement, lorsque nous avons été lancé la campagne du chef de l'État qui était vraiment triomphalement élu dans la diaspora. Mais nous avons ce problème de nationalité. Nos compatriotes perdent. Est-ce que nous devons continuer à tolérer ça? Ils ont acquis la nationalité étrangère dans les pays de l'Union européenne et autres, tout simplement pour des raisons de travail. Alors que la Constitution, par exemple, dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ces compatriotes-là, qui ont acquis cette autre nationalité, ils contribuent, ils font vivre des familles ici au pays. Nous devons les laisser comme cela, sans la nationalité congolaise? Mais si nous voulons résoudre leur situation, nous devons toucher à l'article 10 de la Constitution. Est-ce que c'est un problème, ça? J'avais plus loin. Vous voyez l'instabilité dans nos provinces. L'instabilité généralisée dans nos provinces parce que les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Ce sera encore le cas. La corruption est massive pour se faire élire. Quelques députés suffisent pour qu'ils se réunissent là et puis ils montent motion de défiance, ils font partie d'un gouverneur. Ils passent tout le temps à corrompre les députés pour ne pas être défenestrés. Est-ce que ce système-là, on ne peut pas y réfléchir? Est-ce qu'on ne peut pas y réfléchir? Et il y en a d'autres. Oui, sur ce point de vue... Il y en a, je continue. Oui. Donc, ce n'est pas intoléré. Je crois que vous êtes bien informés dans la presse. Hier, avant-hier, les deux chambres du Parlement français se sont réunies pour réviser la Constitution de la France il y a 2 jours. Pour introduire le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement. Adopté à la majorité. Adopté à la majorité. On n'a pas fait de bruit. La Constitution française. Et en 2008, nous parlons par ce qu'on considère comme fétiche, le 2e mandat. Mais la limitation des mandats, on l'a rappelé. C'est la France qui l'a introduit en 2008. La France l'a introduit en 2008, avant il n'y en avait pas. Donc ici, tout simplement pour dire, plusieurs universitaires sont venus pour réfléchir sur cela et c'est important que cette constitution, vous le savez, nous l'avons eu à un moment donné. Il faut qu'on interroge le peuple, qu'on examine, qu'on réfléchisse. Et le colloque, 18 ans, c'est là de la majorité, de la maturité. Oui. Il faut que dans un pays, des compatriotes se penchent sur la Constitution. Est-ce qu'on doit continuer? Qu'est-ce qui peut être changé? Évidemment, il y a des choses qui ne seront jamais changées. Alors ça, c'était important. Au lieu de réfléchir, parce que vous le savez souvent dans les TikTok, les WhatsApp, qu'est-ce qu'on est devenu? On est devenu une civilisation de TikTok. Et je dois vous dire une chose, comme professeur des universités. Je vais en Chine, aux États-Unis. Vous n'allez pas trouver autant de gens sur le WhatsApp que les Congolais. Et même les universitaires, les intellectuels de la science. Non, les Facebook, ce n'est pas le mode d'expression des intellectuels. Même les Chinois qui ont inventé, même les Américains qui ont inventé le WhatsApp, ils ne sont pas à bout de journée le WhatsApp.
Non, une société doit être en mesure de réfléchir et de penser. Et c'est ce que nous avons fait lors du colloque. Une société qui s'interdit de penser, qui s'interdit de réfléchir, mais elle est condamnée à disparaître. Il faut penser, et là vous me rappelez encore, les cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Mais une société, si une société vous ne pensez pas, vous disparaissez comme société. Donc là, le colloque nous a permis de réfléchir sur ces nombreuses questions. Il faut relire la Constitution pour voir s'il y a quelque chose qui ne peut pas être écrit. Le problème, professeur, c'est qu'il est difficile de vous départir de votre qualité de professeur et de politique. Sur la question politique, c'est là que vous avez beaucoup plus d'adversaires qui voient en vous des intentions. Quand vous vous réunissez comme ça, il y a des intentions derrière. Les articles intangibles, vous allez les retoucher. Vous pensez même à une 4e République. C'est toute la peur. Et sur ce point de vue, les politiques qui ne sont pas de votre bord ont bien raison de tirer la sonnette d'alarme. Bon, ils ont raison. Chacun mais les intellectuels ont raison. Parce que sur le plan intellectuel, on ne peut pas se contenter de ce qu'on voit dans les TikTok et les WhatsApp. Les universitaires doivent penser. Et j'ai toujours dit ceci. Quand on parle même de la Constitution, j'ai toujours dit tout le monde est juriste et tout le monde n'est pas constitutionnaliste. C'est comme vous. Je n'ai pas vos compétences en tant que journaliste. Je n'ai pas fait vos études. Je n'ai pas été à l'Fasik ou ailleurs. Mais vous non plus, vous n'avez pas fait le droit. Vous n'avez pas un doctorat en droit. Vous n'êtes pas professeur des universités en droit. Alors on doit se mettre. Tel est un médecin, il est spécialiste dans son domaine. Le problème chez nous, c'est quoi? Quand on réfléchit sur la Constitution, tout le monde veut être constitutionnaliste. Mais il dit, les gens ont passé, j'ai passé 30 ans à étudier le droit constitutionnel. Et comment quelqu'un qui va se dire, non, je vais recadrer le professeur André Batado, ça fait 30 ans. Et puis 30 ans dans les universités aussi étrangères, pas ici. Et on doit se respecter. Donc, ils ont raison, mais ce qu'on doit dire, c'est que les constitutions peuvent changer. Ça dépend d'un peuple. La Constitution se vend le peuple. Les Belges ont un État fédéral, nous n'avons pas un État fédéral. Les Belges ont une monarchie, nous n'avons pas de monarchie. Les Britanniques ont la Chambre de l'Or. Vous ne savez même pas comment il est élu. On ne sait pas. Les Américains, parce qu'on parle des Américains, ils vont aller aux élections. Combien de gens savent dans notre pays que tous citoyens américains n'élisent pas le président américain? Les États-Unis, c'est la plus grande démocratie du monde, n'est-ce pas? Oui. Allons aux élections présidentielles. Vous savez qui élit le président? Ce sont les grands électeurs. 537 personnes seulement élisent le président des États-Unis. Et c'est la plus grande démocratie du monde. Oui, mais donc ça dépend du système. Allez en Afrique du Sud. Le président sud-africain, même le grand Nelson Mandela, il n'est pas élu au suffrage, il n'était pas élu au suffrage d'université directe. Ramaphosa qui vient ici n'est pas élu au suffrage d'université directe. Est-ce qu'il est moins légitime? Non. Est-ce que Mandela était moins légitime? Non. Le président sud-africain est élu par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est moins légitime que le président congolais ou le président rwandais? Est-ce que vous voulez copier ce modèle? Ça dépend, c'est-à-dire on ne doit pas copier. Il faut inventer son propre modèle. Et j'ai toujours dit ceci, parce que vous parlez de copier. Vous avez Joseph Kizerbo, l'un des grands entre nous en matière d'histoire. Le vieux Joseph Kizerbo, le Burkinabé. Je rappelle toujours son livre, La natte des autres. Il a écrit un livre intéressant, La natte des autres. Je n'aime pas le verbe copier. Parce que nous avons trop copié. Même dans le domaine de l'école, dans tous les domaines. Kizerbo dit quoi? Quand vous dormez, moi j'ai eu la chance de dormir sur la natte avant de devenir professeur des universités. Vous êtes né sur une mousse. Moi je suis né sur une natte. Alors, quand vous dormez sur la natte des autres, vous faites les rêves des autres. Les Africains doivent apprendre à construire leur propre natte. Ils doivent construire. Donc nous n'allons pas copier. Nous devons voir ce qui doit entrer là-dedans. Parlons par exemple des mandats. Mais le président, nous avons par exemple un mandat présidentiel de 5 ans. Pourquoi le chiffre 5? Pourquoi pas 4 comme aux États-Unis? Pourquoi pas 6 comme au Ghana? Donc ça dépend des sociétés. Ça ne doit pas être un tabou. Ça ne doit pas être un tabou. Donc le colloque nous a permis donc de réfléchir sur la Constitution et c'est à l'honneur de notre pays. Et je crois que nous allons publier un numéro spécial sur les résultats du colloque, mais il faut vraiment une conversation, comme on le dit chez les anglophones,
pour qu'on puisse relire cette constitution, voir ce qui peut être. Il y a des choses qui ne peuvent pas être changées, mais il y a d'autres, et je les ai évoquées, qui peuvent être revues pour le bonheur de notre peuple. En tout cas, prof, on aura encore le temps de vous recevoir pour approfondir cette question de la Constitution qui fait couler beaucoup d'encre. Robert Ndaye, le professeur, a été si efficace sur cette Union européenne qui dit à la République démocratique du Congo qu'elle a raison. En même temps, il dit au Rwanda qu'il n'a pas tort. C'est cette ambiguïté qui pose effectivement problème. Et dans la diplomatie parlementaire, le prof a démontré tout à l'heure que les choses sont en train de changer. Il faudrait que ça change davantage. Le peuple de la République démocratique du Congo attend. Et donc, la radio-télévision nationale congolaise sera toujours disponible pour recevoir le professeur, mais beaucoup d'autres penseurs congolais aussi qui peuvent aborder des questions intéressantes pour le développement de la République démocratique du Congo. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.